Imaginez si procréer, c'était comme toucher la main de quelqu'un. Les gens ne procréeraient pas. Il n'y aurait pas d'enfants. Écoutez, c'est simple. Il a fallu placer un truc intéressant, un sentiment là comme ça, qui te donne envie d'aller là-bas. Et en allant là-bas, tu es coincé, tu fais des enfants. Sinon, il n'y aurait pas d'humains. Il n'y aurait pas d'humains sur Terre s'il n'y avait pas de trucs là comme ça. Un jeune monsieur de 24 ans au Madagascar sera la première victime à être castré physiquement. Ok, on va le son histoire pour avoir violé et pris de force une petite fille après l'avoir. Enfin, je crois que c'est de l'autre côté plutôt. Le jeune a pris de force une petite fille ensuite là. Alors la justice a saisi cet homme. Il a été reconnu coupable de viol et d'assassinat d'une petite fille de 6 ans. Pour la première fois dans le pays, le tribunal a redonné la castration chirurgicale. Donc on va prendre son truc là, mettre ça comme ça. Briser ça. Le jeune homme a 24 ans d'âge. 24 ans, c'est jeune, n'est-ce pas? C'est jeune. Beaucoup de personnes diraient, voilà, il n'est pas assez intelligent. Enfin, il n'est pas encore assez mûr. Voilà, il a des difficultés, tout le bazar. Mais bon, moi, je pense que à 17 ans, je vivais déjà seul, loin de mes parents. À 20 ans, j'étais dans un pays étranger en train de crapahuter, en train de me chercher dans la vie. Et je savais qu'il y a des choses qu'on fait pas. Les savants. Pourquoi? Vous savez pas comment on utilise les savants? Les savants. Vous avez utilisé les savants, non? C'est quoi ça? Une petite fille de 6 ans. Tu cherches quoi? C'est quel genre de pulsion? Les pulsions ne sont même pas intimes, parce que si les pulsions étaient intimes, tu serais peut-être chercher une prostituée, une courtisane. Une petite fille de 6 ans, ça me dépasse. Le jeune homme de 24 ans a été condamné à la castration chirurgicale et à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés. Castration chirurgicale, on va mettre ton histoire là comme ça. Réclusion à perpétuité, c'est-à-dire la prison à perpétuité jusqu'à la fin de ses vies. Et numéro 3, travaux forcés. Voilà. Pourquoi? Pour combien de minutes, mon petit? Combien de minutes avec une petite fille? Aïe, aïe, aïe. Quelle tristesse. Et celle-ci sera la toute première application de cette loi au Madagascar. En effet, l'année dernière, le Parlement malgache avait jugé qu'il était bon de voter cette loi. Ok, cette loi pour couper carrément l'histoire là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un taux très élevé de viol. C'est un problème réel. Après avoir voté cette loi, il a eu tollé général. Vous savez d'où? L'Union européenne, la France, les églises qui se sont fâchées disant que c'est inacceptable, c'est injurieux à l'humanité, c'est incohérent, c'est injuste, ça ne transcrit pas la démocratie et tout le bazar. La démocratie, on se pose beaucoup de questions, mais on cherche des gens qui prennent des petites filles. Et on dit, si vous prenez une petite fille, on va vous... Vous êtes fâchés, pourquoi? Non, on cherche des gens qui prennent des petites filles de 10 ans. Et on dit, si on attrape une telle personne, on va... Vous êtes dérangés. Qu'est-ce que ça veut dire? Seriez-vous ces personnes peut-être? Pour l'interrogation. Alors, le procureur général Didier Razafindralamo a dit la décision aujourd'hui constitue une réponse forte et significative du système judiciaire destinée également à servir d'avertissement à quiconque nourrirait des mauvaises intentions similaires. Il est important de montrer à tout le monde, évidemment, si vous faites des bêtises, voilà ce qui va vous arriver. Ne rigolez pas. On a voté la loi, c'était pas pour danser avec. Si vous faites des bêtises, vous prenez une petite fille, on vous coupe l'histoire. Je pense que cette loi doit être exportée en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici en Afrique qui ont subi des choses incroyables. Elles vous diront pas ouvertement. Ah oui, pourquoi vous pensez qu'il y a... Écoutez, beaucoup de femmes en Afrique ont subi des histoires comme ça, venant de gens très proches, généralement. Des cousins, des oncles. Ah oui. Moi, j'ai côtoyé une femme à l'époque qui me disait, très longtemps, moi j'ai été pris par le petit ami de ma mère. Okay, le petit ami de ma mère. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle a commencé à m'insulter moi en disant que c'est moi qui l'allumais. C'est moi qui l'allumais. J'ai aussi côtoyé une autre fille qui me disait à l'église, j'ai chanté à l'époque, tout le bazar. Un jour, le pasteur m'appelle dans son bureau. Je vais dans le bureau du pasteur et le pasteur commence un truc. Je pouvais pas crier. C'était le pasteur en fin de compte. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. En fin de compte, je suis parti parler à une maman de l'église, une diagoneuse ou machin histoire, maman diagoneuse. Regardez ce qui m'est arrivé. Maman diagoneuse qui dit, bon, écoutez, ma fille, tu vois, ça c'est la maison du Seigneur. Il faut pas détruire le travail du Seigneur. Madame. Le serviteur de Dieu, c'est loin de Dieu. Il faut pas toucher au loin de Dieu. Voilà. C'est une réalité vraie et je pense que cette loi devrait être exportée partout dans le monde. Moi, je suis pour ça. Si vous faites quoi, on coupe. Ces histoires se passent partout, dans des familles, cousins, cousines, oncles. Oui, il y a beaucoup d'histoires comme ça, vous serez choqués. Le frère de ta mère t'a fait des histoires dans sa maison parce que tu es parti en vacances ou en difficulté. La famille n'a pas assez d'argent pour t'envoyer à l'école et tu es obligé de te retrouver chez lui. Il vient le soir, il vient te réveiller. Ah oui, il y a des gens, écoutez, vous serez choqués. Malheureusement, les Africaines, généralement, ne s'ouvrent pas dans ce genre de conversation. Parce que, surtout chez les francophones, parce que vous avez pour habitude de moquer. Vous êtes très moqueurs. Les francophones sont généralement très moqueurs. Quand vous ouvrez, vous montrez vos sensibilités, vos faiblesses, ils s'en servent directement, si pas plus tard, pour vous détruire. C'est comme ça. Voilà pourquoi les gens préfèrent se protéger et vous garder dans le noir. Alors, cette castration, malheureusement, est une punition permanente. Et bien, heureusement pour ceux qui sont victimes et malheureusement pour les autres,
C'est une punition permanente. En fait, ça sert à quoi? Normalement, quand on vous castre comme ça peut se faire à deux manières. Une manière chirurgicale, c'est-à-dire on ouvre et on enlève, ou manière chimique, si vous préférez. C'est-à-dire là, on va faire une injection et cette injection poussera à ce que vos hormones soient rabaissées et vous n'aurez plus envie de faire ces genres d'histoires. Imaginez perdre envie de... C'est comme manger sans goût. Imagine en train de manger. Vous savez pourquoi les gens mangent? Les choses importantes, Dieu y a associé un sentiment profond dans les choses importantes. Je répète, les choses importantes sont associées à un sentiment profond, un sentiment culmutif. Par exemple, prenons manger. Pourquoi les gens mangent? Les gens mangent parce que c'est bon. Les gens ne mangent pas seulement parce qu'il faut manger. Les gens mangent parce que c'est bon. Et Dieu sait qu'il était important que l'être humain mange. Parce qu'en mangeant, il se donne la force et l'existence. Il faut manger pour être fort, pour exister, pour nourrir ses cellules. Alors, comment pousser l'homme à manger? Il faut y accorder de la saveur, le goût. Ça doit être succulent pour que l'homme ait envie de manger continuellement. Sinon, il ne le ferait pas. L'homme doit procréer. Ok? C'est important. Imaginez si procréer, c'était comme toucher la main de quelqu'un. Les gens ne procréeraient pas. Il n'y aurait pas d'enfant. Écoutez, c'est simple. Il a fallu placer un truc intéressant, un sentiment là comme ça qui te donne envie d'aller là-bas. Et en allant là-bas, tu es coincé, tu fais des enfants. Sinon, il n'y aurait pas d'humain. Il n'y aurait pas d'humain sur Terre s'il n'y avait pas de truc là comme ça. Maintenant, imaginez, on va vous piquer pour que vous perdiez tous les sentiments là. Vous êtes quoi? C'est comme si on vous coupait la langue. Bon, enfin, la langue est là, mais on enlève la peau dessus, les nerfs tout ça. Difficile. Alors, cette peine est rare. Évidemment, elle est appliquée seulement en Allemagne, en République tchèque et en Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, au Nigeria aussi. Ce sont des choses maintenant, désormais, au Madagascar. Si vous rigolez, on coupe. Une forte réaction internationale, évidemment. On s'y attendait, d'abord venant de l'Église catholique de Madagascar qui a condamné cette loi, la qualifiant de contraire à l'éthique et la morale. Ils ont décrit la castration comme un acte de torture incompatible avec les droits humains et les principes de l'Église. Bah écoutez, monsieur le prêtre, on comprend tout à fait le sentiment d'amour que vous portez à l'égard de cette personne, mais simplement, il faudrait aussi ne pas oublier surtout la douleur que porte aujourd'hui et peut-être éternellement la famille de la petite fille qui a été prise de force. Donc, autant il est sympathique de vouloir protéger ceux-là qui commettent des crimes, il est aussi crucial de penser à ceux qui, pour toujours, vivront dans la douleur et l'absence de leur enfant. Certaines personnes disent aussi que cette église spécifique est sponsorisée par l'Union européenne et la France, qui curieusement ne veut pas voir cette loi en application à Madagascar. Si Madagascar a choisi de faire ça, c'est-à-dire que Madagascar comprend qu'il y a un problème réel, ok? Madagascar, voilà la carte là. Dans la plupart des cas, les gens ne vous montrent jamais Madagascar. Quand on parle de l'Afrique, on montre une carte de l'Afrique, on exclut Madagascar et Sao Tomé et Principe ne sont jamais montrés. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est comme si vous parliez d'une famille, nous sommes à 8, mais vous ne parlez que de 6 personnes, comme si les 2 personnes étaient inexistantes et invisibles. C'est inacceptable. En RDC, on vient de voter une loi très intéressante. Le gouvernement met la pression pour que les jeunes filles qui tombent enceintes à l'école puissent réintégrer l'école sans difficulté. Plus d'attente, disons, la fille a été exclue parce qu'elle est tombée enceinte. Désormais, si une petite fille tombe enceinte à l'école primaire ou peu importe, elle a le droit de rentrer à l'école avec son gros ventre. Surtout l'Église catholique qui ne va pas octempérer. Je vous rappelle que 1 sur 3 écoles en République démocratique du Congo est affiliée à l'Église catholique. Donc, comme vous pouvez bien l'imaginer, quand l'Église catholique donne des ordres, ils octempèrent. Alors, l'Église catholique vient de dire, si le gouvernement veut à ce que ces enfants soient réintégrés, dans ce cas, ces enfants devront être réintégrés dans les écoles qui sont affiliées au gouvernement, pas dans leurs écoles. Il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une jeune fille enceinte à 10 ans, 11 ans devrait rentrer à l'école, même à l'école secondaire, avec un gros... Qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup de personnes pensent que ça influencerait de manière négative d'autres enfants. Êtes-vous d'accord par rapport à ce principe? Pensez-vous qu'une jeune fille avec son gros ventre qui rentre à l'école, enfin bref, influencerait de manière négative les autres enfants? Ou pensez-vous que garder l'enfant à la maison serait une punition? Parce que moi je pense que d'autre part, autant que beaucoup penseraient que garder l'enfant à la maison serait une punition, l'envoyer à l'école serait aussi une punition. Ne vous en faites pas, ce n'est pas moi qui le crée. Parce que chaque enfant qui rentre à l'école enceinte sera sujet à des moqueries, c'est évident. C'est pas tous les écoliers ou les élèves qui sont gentils. Il y aura certainement des enfants qui, de manière persistante, seront toujours en train de pointer du doigt. Regarde.
voilà, vous connaissez l'Afrique. Et sur le plan psychologique, comment ça avance? Il faudra dans ce cas un travail colossal de blindage psychologique à l'égard de cet enfant pour la préparer à aller à l'école. Parce que ça ne sera pas facile. Évidemment, on comprend tout à fait les deux côtés où on dit, faudrait-il peut-être créer des écoles appropriées pour ces enfants? Certaines personnes parlent de discrimination dans ce cas, pour discriminer contre ces enfants qui ont commis des erreurs. Est-ce une discrimination? Certainement une forme de discrimination. Ont-elles le droit de rentrer à l'école dans ce cas? Est-ce juste par rapport aux enfants qui ne sont pas enceintes? Point d'interrogation. Alors, nous savons aussi que certains pays en Afrique, qui sont assez avancés en tout cas, qui permettent à ce que les enfants qui ont eu des accidents tels que celui-là, tombés enceintes, de rentrer à l'école malgré leur grossesse. Okay? Il y a par exemple l'Afrique du Sud qui l'autorise. Ça fait partie de la constitution africaine, le droit de l'enfant enceinte. Elle a le droit de rentrer à l'école sans discrimination. Au Kenya aussi, c'est appliqué, bien que dans le passé, il fallait d'abord faire l'enfant pour rentrer à l'école. Mais il y a aussi des pays qui interdisent catégoriquement ce genre d'histoire. On va essayer de voir. Ici, c'est la culture, hein, c'est pas seulement le Burkina Faso. Oh, Gabon, le Ligui a fait son nom. Ici, on parle, on développe les esprits. Si vous n'aimez pas ça, je suis désolé, mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont super intelligents ici, qui sont très impliqués dans ce qui se passe en Afrique dans toute sa grandeur. Voici quelques pays qui bannissent dans ce cas carrément la présence des filles enceintes à l'école. Okay? En Tanzanie, ça ne rigole pas. Jusqu'à la fin 2021, la Tanzanie appliquait une interdiction nationale empêchant les filles enceintes de fréquenter l'école. Si tu es enceinte, tu ne viens pas à l'école du tout, même après l'accouchement. Donc tu as décidé de faire flouk flouk bam bam. En tout cas, toi, l'école, il faut dire au revoir. C'était ça en Tanzanie. Et ça n'a changé que récemment avec la nouvelle présidente. Okay? Les tests de grossesse forcés, les expulsions, les exclusions, les examens étaient très courants. Donc tu arrives, on te teste, on te trouve bizarre, on te teste. Tu fais machin, tu rigales trop avec les garçons, on te teste. Donc les enfants, j'y vais dans la peur. Est-ce que ça a été efficient ou effectif, le fait de mettre la pression sur les enfants? Est-ce que mettre la pression sur les enfants les pousserait à courir de l'autre côté, donc éviter de tomber enceinte? Absolument pas. La Tanzanie a un taux élevé quand même de grossesse. Je sais que beaucoup de personnes pensaient le contraire, comme beaucoup de personnes pensent réellement que si vous gardez un enfant enceinte à l'école, ça influencerait d'autres personnes. Les statistiques montrent des choses totalement différentes. Donc les endroits où on garde l'enfant en classe pendant que les autres enfants sont pas enceintes et les endroits où on envoie l'enfant à la maison pendant que les autres sont enceintes, il n'y a pas de grande différence. En effet, là où on expulse l'enfant enceinte, il y a plus d'enfants qui tombent enceintes parce qu'elles ont peur d'aller discuter avec leurs parents, parce qu'elles ont peur d'avoir des conversations sur comment faire usage des protections, parce que en faisant cela, elles ont l'impression qu'elles seraient jugées en luttant. Oh, si tu veux commencer à faire ça, allez sors là-bas, voilà, parce qu'elles ne peuvent pas discuter de la réalité. En Tanzanie, la loi a été abolie seulement à l'arrivée de Madame Susulu. Cette politique a été enlevée à son arrivée de pouvoir, bien que son application reste inégale. Dans certains endroits, évidemment, vous devez rentrer à l'école, on vous accepte. Dans d'autres endroits, c'est difficile et c'est dur. Il y a aussi le Burundi qui, en 2018, une loi a interdit les filles enceintes et les jeunes pères de fréquenter les écoles publiques. Les filles enceintes et les filles enceintes et les jeunes pères. Bravo au Burundi. Bravo au Burundi, pourquoi? Parce que le Burundi, clairement, fait application d'égalité. Thomas Sankara disait, pourquoi quand on chasse l'enfant de l'école, c'est la fille qu'on chasse, mais on garde le garçon. Pourtant, ils ont fait ça ensemble. Son féodal qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. Mais au Burundi, si vous faites ça, il y a toi, il y a aussi vous deux, vous partez. Et l'homme et la femme. Donc, il y a une forte implication. Vous savez, généralement, les garçons, ils font plouf, plouf, bam, bam, mais ils s'en vont. Hein. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe après. Et en fin de compte, il dira à la fille, quand elle tombe, je t'avais jamais dit que je voulais devenir papa. Voilà. Mais il ne voulait pas faire usage de trucs là. Il voulait faire du nyama tu nyama. Ah oui, c'est comme ça. En Burundi, si ça rigole, vous deux, vous partez. Il y a aussi la Guinée équatoriale, qui évidemment n'accepte pas ce genre d'histoire, bien que ce soit moins documenté, mais des organisations de défense des droits humains signalent que le pays soutient publiquement l'interdiction des filles enceintes à l'école sans politique de réintégration. C'est-à-dire que vous tombez enceinte, forte probabilité, vous ne rentrerez plus jamais à l'école. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, ça aurait beaucoup de plaisir. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés, s'il vous plaît? Je vous suggère de le faire. Je dis grand merci à ceux qui sont abonnés à notre groupe privé. On aura notre live ce week-end. Le président gabonais, moi, je commence à l'aimer. Le président Oligui, c'est quelqu'un de très intéressant. Je pense que il faut avoir l'esprit ouvert. Okay? On est très vite à juger les gens, quelquefois à tort. Okay? Je pense qu'il faudrait accorder à chacun le temps de vraiment s'exprimer pour comprendre. J'ai toujours été de ceux qui accordent le temps aux gens de vous démontrer qui ils sont en réalité. Parce qu'on ne peut pas faire semblant pendant très longtemps. C'est pas possible. Le président gabonais vient de mettre fin aux bourses. Le Gabon met fin aux bourses pour les États-Unis et le Canada dès 2026. Voilà ce qu'il a dit. Il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, pas pour le Canada.
Il est évident que beaucoup de personnes ne seront pas tout à fait contents par rapport à ça. Et on peut tout à fait comprendre. Je crois que on a naturalisé, normalisé la bourse, pensant que c'est un droit. La bourse, en effet, est effectuée de manière contributrice. Le gouvernement t'offre une bourse. Si c'est par le gouvernement ou d'autres institutions, c'est pour que tu rendes quelque chose en retour. Ok, en contribution. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent à dépenser. Ce n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que M. Ligui donne comme raison? La première raison numéro 1, il dit ceux qui viennent aux États-Unis ne reviennent jamais. M. Ligui a dit. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis. Il n'y aura pas pour le Canada. Parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité. Ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Il vous l'a dit. Est-ce qu'il est en train de mentir? Absolument pas. C'est quand la dernière fois que les Africains sont partis et rentrés? En tout cas, bon, bien sûr, il y en a certains qui partent et rentrent, mais la grande majorité ne rentre pas. Ok? Imaginez-vous, une organisation vous fait une bourse, que ce soit une organisation privée ou publique. C'est pour partir et revenir investir. Ce n'est pas pour partir et rester pour toujours. Monsieur Ligui dit vous partez, vous ne rentrez pas. Alors, comme vous partez, ne rentrez pas, il n'y aura pas de bourse. Secondo, deuxième raison, ça coûte cher. Ok, les études aux États-Unis coûtent très cher. Il y a des programmes à $100 000, il y a des programmes à $120 000 minimum. Ça coûte très cher, ça coûte les yeux de la tête. Et alternativement, on peut avoir les mêmes études dans d'autres endroits dans le monde, qui ne sont pas les États-Unis, mais à très bonne qualité. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on pense que le système scolaire américain est le meilleur au monde. C'est ça, c'est un complexe d'infériorité que nous avons. Je comprends tout à fait. On l'a tous eu quelque part. C'est normal qu'on a grandi en regardant Hollywood, Schwarzenegger américain, Bioman américain, Batman américain, Spider-Man américain. On a tendance à penser que les Américains sont nécessairement supérieurs dans tous les domaines. Alors, monsieur Ligui dit, niet. Vous partez, vous ne rentrez pas. Ok? Vous ne rentrez jamais. C'est le gouvernement ou celui qui octroie de l'argent qui perd. Parce que on l'a vu, vous le verrez généralement dans des pays assez développés. On peut vous accorder, de l'argent ou une opportunité, une chance d'améliorer vos compétences. Mais à une condition, que vous travaillez pour l'entreprise pendant au moins 1 an de plus. Si l'entreprise vous choisit en tant que personne élue afin que vous puissiez améliorer des compétences, acquérir une nouvelle aptitude par exemple, payant, en remboursement, vous allez travailler 1 an de plus pour l'entreprise. Bon, si on vous donne de l'argent, vous partez, vous ne rentrez pas. Vous allez vous marier là-bas. Alors à quoi ça sert au gouvernement? Il ne revient jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme. Il veut vivre, on le paye mieux. Donc à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? Parce que tous ceux qui ont la bourse ici ne reviennent pas. Et grave encore, c'est que vos enfants, ils ont double nationalité. Je veux bien, c'est des Gabonais, mais c'est aussi des Américains. Donc si le Gabon ne fait pas sa part, l'Amérique fait sa part. Pourquoi vous voulez avoir 2 bourses sur le même enfant? Monsieur Ligui dit que les bourses seront plutôt orientées vers les pays africains proches, comme le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Bravo! Pigama Kofi. Bravo, monsieur Ligui. Je pense que c'est absolument fantastique. Pourquoi? Parce que déjà, quand on parle du Sénégal, du Ghana et du Maroc, il y a une raison pour laquelle il le veut. Pourquoi il veut ça? Voyons voir. Monsieur Ligui dit, partant au Sénégal, au Ghana ou au Maroc, les étudiants ont plus de chances de revenir au Gabon. On préfère donner la bourse à quelqu'un qui va au Sénégal, au Ghana, au Maroc, parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Donc, si vous avez des enfants, orientez vos enfants vers le Sénégal, le Maroc, et ils vont revenir, ils auront des bourses. Ok, c'est ce que lui dit. Je pense que c'est très beau parce qu'il y a quelque chose de caché là. Quand vous envoyez vos enfants au Sénégal, au Ghana ou au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le Maroc voudra améliorer ses capacités, ouais, améliorer les aptitudes et la qualité de l'enseignement que l'on donne, améliorer les infrastructures, s'assurer que tout fonctionne correctement. Ça, c'est déjà un développement pour le Maroc. Secondo, c'est aussi une raison pour laquelle, finalement, parce que beaucoup de personnes se diront pourquoi je dois quitter mon pays, le Gabon, pour partir au Sénégal, qui est à quelques mètres d'ici. Pourquoi on ne peut pas simplement ou seulement investir ici au Gabon pour connaître les éléments et les qualités nécessaires qu'il nous faut aller chercher ailleurs? Vous savez, partir aux États-Unis, c'est une chose. Mais partir juste au coin, au Sénégal, c'en est une autre. Parce que comprenez aussi une chose, les Africains généralement ont tendance à se comparer les uns aux autres. L'Africain préférait qu'il y ait un Américain qui soit mieux que soi, ok, un Allemand, mais a du mal à accepter la même chose d'un Africain comme lui. C'est négatif, oui, mais il y a aussi de la positivité. Laquelle? C'est-à-dire, dès que le Gabonais réalisera qu'au Sénégal, on peut donner les éléments dont il n'y a pas au Gabon, s'il y en a, ou au Maroc, on peut accorder des histoires qu'il n'y a pas au Gabon, au Ghana, il y a des choses peut-être qu'il n'y a pas au Gabon. Dans ce cas, ce qui se passerait, c'est quoi? Au Gabon, à travers le président lui-même, on va s'assurer qu'on améliore ce qui est sur place.
Ok, pour pas que les enfants partent. Pourquoi? C'est un peu comme moi quand je grandissais, je me souviens. J'avais l'habitude de partir chez un ami pour jouer aux jeux vidéo. J'adulais ces histoires. Je pourrais jouer de 6h du matin à l'époque en tout cas jusqu'à 23h. Et je rentrais à la maison en retard. En fin de compte, mon papa s'est senti embarrassé. En fait, il m'avait offert un jeu vidéo à moi. Ça coûtait cher à l'époque. J'oublierai pas. Il a acheté à $300 pour une personne, un fonctionnaire de l'État qui gagne beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. $300, c'était les yeux de la tête pour lui. Il a dépensé pour moi. L'objectif, c'était quoi? Que je reste à la maison. Mais plus tard, avec l'âge, je comprendrais que c'était embarrassant d'avoir ton enfant partir chez autrui chaque jour, lundi, mardi, mercredi. Moi, je dis que c'est mon ami, mais l'ami, d'accord, peut-être nous sommes encore enfants, l'ami comprend. Mais est-ce que sa mère comprend quand elle doit servir la nourriture chaque jour, multipliée par 2? Est-ce que son papa comprend quand à chaque fois qu'il est là, il veut regarder les informations, nous sommes là en train de tripoter, de jouer? C'est embarrassant. Ok, si mon père est respecté, que ses enfants vont chez autrui régulièrement, même s'ils sont pas essentiellement supérieurs, à un certain moment donné, il se dirait, bah, écoute, c'est quand même assez embarrassant pour la famille, on va essayer de faire ça ici chez nous. Et moi, je pense que c'est une bénédiction déguisée quelque part pour tous ces pays africains impliqués, y compris le Gabon. Bravo à monsieur Ligui. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas tout à fait. On veut le voir directement couper les liens, tout ça. Beaucoup de personnes ont critiqué monsieur Ligui après son retour des États-Unis, disant comment est-ce qu'il peut porter son chapeau MAGA? Certaines personnes semblaient avoir raison, d'autres personnes semblaient ne pas avoir raison. En fin de compte, est-ce une stratégie peut-être? Vous savez, dans la vie, tout ne se gagne pas nécessairement par la force. Quelquefois, il faut faire semblant d'être stupide pour en effet dominer la personne qui se pense fort. La question importante ici, est-ce que monsieur Ligui serait peut-être plutôt stratège dans ce qu'il fait? Ou il est complètement vendu? À vous de me dire. On ne partira quand même pas sans mentionner que le fait que le président gabonais a mis fin à un accord de pêche récemment avec l'Union européenne. Cet accord était censé lier le Gabon à l'Union européenne de sorte à progresser chacun de son côté. C'est-à-dire, les Européens avaient le droit de venir pêcher, faire usage des lieux maritimes gabonais. Pendant ce temps, l'Union européenne était censée construire des chambres froides ou des réfrigérateurs industriels dont l'objectif de procéder, de traiter et de stocker les fruits de mer qui étaient gagnés au Gabon et aussi créer de l'emploi pour les Gabonais. L'Union européenne était censée faire des formations à plusieurs jeunes Gabonais afin de progresser dans ces secteurs. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Pendant qu'ils bénéficiaient de tout ce qu'il y avait comme avantage des eaux gabonaises, ils n'ont malheureusement pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Le Gabon a mis fin à cet accord avec l'Union européenne, avec M. Oligui. Le 6 juin 2025, le président Oligui a annoncé le retrait du Gabon de l'accord de partenariat durable dans le domaine de pêche avec l'Union européenne, mettant fin à une coopération de 18 ans. Ça existait déjà depuis très longtemps. Lui, il est venu, il a arrêté. L'accord était économiquement déséquilibré, profitant plutôt les flottes européennes, tandis que la communauté côtière gabonaise tirait peu de paiements annuels et d'appui technique. Donc ça ne servait absolument à rien. Je pense que dans la vie, il faut être pragmatique, il faut être fort. Okay? Beaucoup de personnes n'aiment pas ça, surtout les hypocrites n'aiment pas quand on est direct et froid quand c'est nécessaire. Monsieur Oligui, arrivé au pouvoir, a fait des choses qui ont marqué beaucoup de personnes. On peut dire ce qu'on veut. Monsieur arrivé dit, ici au gouvernement, on ne s'enrichit pas. D'accord? On ne s'enrichit pas. Le salaire que vous avez là, je suis désolé, ça ne sera plus la même chose. Des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content. Monsieur est ferme, ok? Il dit comment ça se fait qu'ici au Gabon, on vous a donné les éléments nécessaires pour avoir assez de courant. Mais jusqu'à présent, ce qui doit être importé n'a pas encore été importé. Donc, il a posé des questions vraies et fortes. Historiquement parlant, il est vrai. Il a succédé à une personne issue d'une dynastie longue, le papa Omar Bongo, qui est au pouvoir depuis très très longtemps, suivi par son fils. C'est en ce moment-là, après avoir gagné les élections royalement contestées, que monsieur Oligui prit le pouvoir. Okay, épargnant aussi quand même la santé et la vie de monsieur Ali Bongo. Alors, il a été critiqué à plusieurs reprises disant qu'il était pro-français. Voilà, c'est un vendu et tout le bazar. Est-il vraiment vendu? Pour l'interrogation, on ne le sait pas. Est-ce le fait de faire usage de soft power une description indélébile de trahison à l'égard de son peuple? Pour l'interrogation. Serait-il peut-être en train d'appliquer une technique douce vers la liberté, mais pour l'intérêt de son peuple? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on célèbre Patrice Emery Lumumba dans son jour d'anniversaire, le 2 juillet 2025. 100 ans d'anniversaire, Lumumba est né le 2 juillet 1925. Aujourd'hui est un jour très intéressant et il y a eu célébration dans beaucoup d'endroits au monde, en tout cas pour ceux qui le respectent et ceux qui respectent son travail. Un héros national, un homme fort qui malheureusement, dont la mort a choqué beaucoup de personnes autour du monde.
La République démocratique du Congo, ainsi que beaucoup de personnes dans le monde, célèbrent la centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba, figure légendaire que vous connaissez certainement, déjà vu la personnalité, la personne. Lumumba fut un révolutionnaire, un héros national qui a lutté pour son pays, sa patrie, mais dont les objectifs de vie n'ont pas été tout à fait en accord avec les désirs de l'Occident. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Malheureusement, Lumumba, à travers Mobutu Sese Seko et plusieurs autres personnes qu'il a aidées dans la vie, ayant été auteur de la perte de sa vie. Alors, Lumumba a inspiré beaucoup de personnes. Je pense que c'est essentiel de respecter sa mémoire aujourd'hui. C'est très important. Lumumba, âgé de 34 ans, était déjà dirigeant de son pays. 34 ans d'âge. Aujourd'hui, vous regardez les gens à 34 ans, vous êtes choqués de ce qui sort de leur bouche. Ok? Si vous regardez dans le passé, vous remarquerez que les Africains de l'époque étaient charpentés différemment. Maman Winnie Mandela, par exemple, à 18 ans d'âge, était déjà leader politique. 18 ans d'âge, en train de mener un groupe et un mouvement dans l'objectif de libérer l'Afrique du Sud. À 18 ans d'âge. Regardez les jeunes filles de 18 ans aujourd'hui, les jeunes africaines. Qu'est-ce qu'elles font? C'est hallucinant. L'histoire de Lumumba est connue de tous. Je pense qu'on va simplement toucher un tout petit peu les choses les plus essentielles. Ici, on voit dans Lumumba un militant, un combattant qui voulait la liberté de son pays. Une personne qui voulait simplement voir son pays émerger et être libre. Mais dont les aspirations et une mentalité amicale aux directions soviétiques ont influencé sa mort. Grâce à la sagesse congolaise qu'ont manifesté tous les élus devant les dangers qui nous menaçaient, vous avez été les premiers à faire comprendre à tous les devoirs d'union et de solidarité, où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale. Sans mâcher les mots, Lumumba a été trahi par les siens, trahi par les Congolais. Les Congolais ont trahi Lumumba, Lumumba qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, son entièreté, son existence pour leur liberté. Ils ont trahi Lumumba. Et beaucoup de personnes se posent nombreuses questions pour comprendre pourquoi le Congo traverse toujours des moments difficiles. Regardez dans le passé. Nous parlons ici de la RDC. En effet, oui, il y a deux Congos. Il y a le Congo ici, RDC, et le Congo Brazzaville. Enfin, Congo et République démocratique du Congo. Deux pays différents, mais des peuples qui partagent beaucoup de choses. En parlant de Brazzaville et Kinshasa, ce sont les deux capitales les plus proches du monde. En effet, une personne à Brazzaville pourrait directement voir Kinshasa pendant la nuit, même pendant le jour, sans difficulté. Okay. De même, une personne debout à Kinshasa pourrait voir Brazzaville sans difficulté. Ils parlent la même langue. Le Lingala est parlé à Kinshasa, le Lingala est parlé aussi à Brazzaville. Mais curieusement, ce sont des peuples qui apparemment s'évitent pour quelconque raison. Il est triste de remarquer qu'il y a quelquefois des animosités entre ces deux peuples, qui est pourtant très proches. Et ce ne sont généralement que sur des sujets absolument absurdes, tels que qui est le vrai Congolais, qui est le Zaïrois, qui devrait garder le nom Congolais. C'est absolument absurde. Pourtant, au Congo RDC, il y a des gens qui parlent Kikongo, pendant qu'il y a aussi des gens qui parlent Kikongo ou Mulukutuba au Congo Brazzaville. Franchement, c'est absolument absurde. Historiquement parlant, le Congo a parlé à un moment très difficile. À l'époque, le monsieur ici que vous voyez, beaucoup ne le connaissent certainement pas, mais vous connaissez celui-ci, qui est généralement déclaré comme l'homme le plus méchant du monde. Pourtant, ce que celui-ci a fait est complètement incroyable, inadmissible. Il a pris des vies à hauteur de 10 millions de personnes à cause de son désir démesuré de l'argent. Léopold II, ce monsieur était propriétaire de la RDC, avant que le pays ne soit une colonie belge, c'était une propriété privée de ce monsieur Léopold II. Il s'en est servi évidemment pour extraire beaucoup d'argent. En faisant quoi? Beaucoup de manipulations qu'on va découvrir tout de suite. En effet, c'était au début du XXe siècle avec l'industrialisation. Il y avait désormais production de voitures et les voitures avaient besoin de quoi? Des pneus pour rouler.
Et des pneus, pour en faire, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de caoutchouc. Et les caoutchoucs, on en trouve où? Principalement ici, en République démocratique du Congo, ou en Congo à l'époque. Comme le roi de Belge savait qu'il avait possession des grandes terres, beaucoup plus grandes que son pays, qui pourraient lui procurer facilement ces caoutchoucs, il a mené des campagnes absolument macabres pour en acquérir en grande quantité. Qu'est-ce qu'il a fait? Généralement, les Africains, c'est-à-dire les Congolais qui étaient sur place, les hommes étaient forcés d'aller en forêt pour aller chercher du caoutchouc pour le blanc. Et il y avait un quota journalier où il fallait évidemment, inévitablement rencontrer, sinon on en subissait des conséquences. Et les conséquences étaient ultimes. Au départ, quand ils ont commencé, à chaque fois qu'un Congolais ou un Africain, un Noir, rentrait sans avoir atteint le quota journalier, qu'est-ce qui se passait? On lui prenait sa femme, par exemple, en otage pendant une journée, question qu'il parte le lendemain travailler et rentre avec le quota désiré pour récupérer sa femme. Donc au départ, c'était facile, jusqu'à un moment où M. Léopold II a trouvé que ça ne fonctionnait plus. Donc les Africains, d'après lui, étaient devenus complaisants. Il fallait manifestement trouver un moyen beaucoup plus obscur. Alors qu'est-ce qu'il fit dans ce temps? À chaque fois qu'un Noir africain rentrait à la maison sans essentiellement rencontrer son quota journalier, qu'est-ce qu'on faisait? On lui prenait sa main droite et brutalement coupait avec une machette. Imaginez, vous vivez dans vos terres, en paix et en liberté. Et il y a des Blancs qui s'en mènent et vous demandent désormais d'aller rencontrer un quota journalier. C'est-à-dire, chaque jour apporter une quantité bien définie de caoutchouc, sinon, soit vous perdez votre femme ou vous perdez votre bras. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leurs mains, comme ça, comme celui-ci. Et aussi après ça, aujourd'hui d'ailleurs, en Belgique, quand vous partez à Anvers par exemple, vous trouverez des chocolats avec des mains, des chocolats représentatifs des mains qu'on coupait au Congo démocratique si vous préférez aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent, avant d'entrer dans l'histoire de Lumumba, Lumumba, malheureusement, a été trahi par son peuple. Oui, Lumumba a été trahi par son peuple, il faut le dire. Lumumba a été trahi par son peuple, c'est triste. Et monsieur aurait dû s'enfuir. Ah oui, l'histoire dit que monsieur Lumumba aurait traversé une certaine rivière et arrivé de l'autre côté, à l'autre rive. Il avait vu des militaires arriver et bousculer son épouse. Lumumba, par amour, est rentré de l'autre côté. C'est ce qu'on raconte. Nous ne pouvons malheureusement pas certifier l'authenticité, mais Lumumba serait rentré parce qu'il avait vu qu'on avait pris sa femme. À mon avis, Lumumba aurait dû s'en aller. Il aurait dû partir et sauver sa vie. Je suis certain qu'on n'aurait pas tué sa femme. Alors, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces personnes qui coupaient les mains des gens? C'est ça la question que beaucoup de personnes... Beaucoup de gens vous disent, les Belges sont venus, ils ont coupé les mains des gens, ils ont maltraité des humains, ils ont commis des atrocités. Mais personne ne pose des questions de savoir qui exécutait ces choses. La force publique était une force congolaise. Si pas congolaise, c'était principalement formé par des Noirs. C'était une force... Il y avait un nombre très limité des Belges. Les Belges étaient limités. Ceux qui coupaient les mains des gens, c'était des Noirs. Je répète, les gens qui coupaient les mains des gens étaient noirs. Ce sont des Congolais qui coupaient les mains des Congolais sous l'ordre des Belges. Les Congolais coupaient les mains des Congolais sous l'ordre des Belges. C'est ça. Oui, de nombreux soldats ayant commis des atrocités, notamment la coupe de main dans l'État indépendant du Congo, étaient africains noirs. Toutefois, ils agissaient sous le commandement des Européens, en particulier des officiers belges, au service du roi Léopold II de Belgique. Il faisait partie de quoi? De la force publique, c'est ça. Une armée coloniale créée par le roi Léopold II à la fin du siècle pour imposer son autorité dans l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908. Donc pendant ce temps-là, les militaires étaient noirs. On les appelait les Askaris, ou Askaris si vous préférez. Mais Askaris, c'est en Swahili, c'est la force publique. De l'application de quotas de caoutchouc et d'ivoire. Les raids dans les villages. Donc c'est eux qui partaient dans les villages chercher des gens en otage. Ce sont des noirs, ce ne sont pas des blancs. Les meurtres et mutilations des civils, y compris la tristement célèbre coupe de main. C'est eux qui exécutaient ces choses. Meurtres et mutilations. C'est-à-dire, prenez le monsieur là, il n'a pas rencontré son quota journalier, coupez-lui la main. On rit. C'est ça. Ah oui. Une grande partie des Askaris sont venus de la Tanzanie. Ils étaient soldats swahili, zanzibarites. Certains recrues provenaient du sultanat de Zanzibar, qui comprenait l'actuelle Tanzanie continentale. Et ces hommes, reconnus pour leurs compétences militaires, ces hommes étaient engagés ou réduits en esclavage par des négriers arabo-swahili. Ensuite, ils étaient envoyés au Congo. Ils étaient souvent utilisés pour discipliner ou former les recrues congolais. Ce sont des gens qui sont venus de la Tanzanie. Ils sont respectés pour leurs capacités militaires, à l'époque en tout cas. Et c'est ceux-là qui ont été envoyés au Congo pour former les Congolais, pour matraquer, taper, casser, briser les autres. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Je pense qu'il est important de parler de ces histoires. Les principales punitions en cas de non-respect de quota, numéro 1, c'était couper les mains. Les soldats devaient ramener une main droite de chaque personne qui ne rencontrait pas le quota journalier. Et si ce n'était pas ça,
Des fois, c'était les fouets avec la chicotte. La chicotte, c'est quoi? La chicotte était un fouet fabriqué à partir de la peau d'hippopotame. Les victimes, y compris des enfants, étaient attachés et fouettés sur les fesses nues, 25 à 50 coups. Et tout ça pouvait entraîner des blessures graves, voire la mort. Ces châtiments étaient souvent publics pour intimider la grande majorité de la population. C'était effectué par qui? Par des Noirs. Il y avait aussi la prise d'otage. Donc, quelquefois, si tu travailles et que tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut faire, on prend ton épouse. Jusqu'à ce que tu reviennes le lendemain. Ce sont les Noirs qui ont maltraité des Noirs. Il faut arrêter des bêtises. Vous savez, quand vous commencez à regarder l'Afrique avec un œil neutre et avec beaucoup de transparence, il y a beaucoup de choses que vous n'aimerez pas. Okay? Et toutes ces accusations portant sur les colonialistes seront diluées rapidement. Les Noirs, dans certains pays, sont capables d'atrocités à l'égard de leurs propres frères et ça vous choquerait. Alors, pourquoi on parle de ça? Je pense que c'est essentiel d'en parler parce que la suite, c'est M. Lumumba. Lumumba s'est battu pour son pays. Okay? Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a sacrifié de sa vie, sa jeunesse, pour des gens comme ça. Regardez cette personne, après la mort de Lumumba, regardez comment il parlait. C'est un Congolais. Alors Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée. De la télévision que si cet homme n'est pas mort, alors là on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les empêcher. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Regardez un monsieur qui parle d'une personne qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie, son intelligence, ses capacités pour leur liberté. Il dit si c'était moi, j'allais le manger. Moi, si c'était pour moi, j'allais couper l'oreille. Le jour d'après, je coupe le doigt, je coupe le pied. Et ça vous étonne que le pays traverse ce que ça traverse. Mais il ne faut pas être étonné, c'est une malédiction réelle. La malédiction est réelle. Vous ne pouvez pas tuer un envoyé de Dieu comme Lumumba et attendre de vivre en paix pour le reste. C'est impossible. Il y a eu une malédiction. 100 ans, peut-être c'est à 100 ans de Lumumba. Peut-être que ça sera peut-être le moment où Dieu va décider, ok, on va arrêter. Sinon, il faut entrer en jeûne et prière. La grande population doit entrer en jeûne et prière et demander pardon à Dieu pour avoir tué Lumumba. Si pas la grande population, en tout cas, ceux-là qui sont liés, ceux-là qui sont même génétiquement liés à ces personnes qui ont trahi Lumumba, doivent s'agenouiller et demander pardon, pas seulement au peuple, mais aussi au Créateur pour avoir sacrifié Lumumba. C'est triste. C'est triste. C'est profond. Je pense qu'il était essentiel de rentrer dans l'histoire pour montrer. La réalité d'aujourd'hui n'est pas seulement une réalité aujourd'hui. C'est une réalité génétique depuis le temps, depuis la nuit de temps. Ceux qui coupaient les mains de leurs frères, c'est eux-mêmes qui coupaient leurs propres mains. C'est pas le Belge. Le Belge disait couper la main. Était-il incapable de dire non, en tout cas je ne coupe pas, je suis désolé. Et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin, à savoir dominer le continent africain. Pour recruter des gens pour former cette force publique ou cette armée, c'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de personnes. Et comment se fait ce grand nombre de personnes qui essentiellement faisaient la majorité de l'armée ne pouvaient pas se lever contre le Belge qui manifestement n'était pas là pour eux? On te demande de couper la main de ta tante et tu coupes. Et aujourd'hui vous êtes étonné de voir, oh non, celle-là n'aime pas celle-là. Attendez, le traumatisme est génétique, ça se transmet. C'est une transmission qui ne s'arrêtera pas si rien n'est fait. C'est ça la réalité. Aujourd'hui on célèbre Lumumba, mais pas dans l'hypocrisie. Ceci n'est pas limité aux Congolais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en libèrent beaucoup plus facilement que d'autres. C'est vrai qu'au Burkina Faso, il y a aussi eu un grand au nom de Thomas Sankara qui a traversé un moment absolument difficile pour son peuple, dans l'objectif de le libérer. Mais qui finalement a été trahi par un de ses plus proches, si pas le plus proche. C'est une tristesse très profonde. Aujourd'hui, on célèbre Lumumba dans cette histoire. Je pense qu'il est important de se ressourcer et pas seulement célébrer aveuglement, comprendre que si vous regardez l'Afrique avec un œil clair, un œil transparent, un œil juste et correct, il y a beaucoup de choses que vous n'aimerez pas. God bless.